il y a quelque chose qui ressemble à un affolement. Enrico Letta, ancien Premier ministre italien, il n'y a pas plus bien pensant qu'Enrico Letta, il adore faire la leçon à tout le monde depuis des années, il fait des leçons de morale au monde entier. Et là, il dit, et une interview à l'Express, face aux excès de Trump vis-à-vis de l'Europe, nous devons être prêts à nous rapprocher de Pékin. C'est-à-dire qu'ils ont une telle haine de Trump qu'ils préfèrent aller à la dictature chinoise. Le Ouïghour, visiblement, ne pèse pas grand-chose dans la tête de M. Letta. Mais l'italien ne pèse pas beaucoup plus dans la tête de Trump. On est forcément les Ouïghours de quelqu'un. Et pour c'est Trump, pas tout à fait la même chose, si je peux me permettre. Non, les Italiens ne sont pas dans des camps de concentration. Non, mais pour Trump, nous ne valons... là, le point, c'était le Ouïghour pèse combien dans l'esprit de l'État ? Eh ben, il pèse guère effectivement pas plus que l'italien dans l'esprit de Trump. Le Trump est parti dans un racket intégral. Et il n'est pas le premier, je le dis déjà, depuis 25 ans, nous avons une guerre juridique américaine qui a traversé toutes les administrations, républicains et démocrates. Est-ce que ça veut Trump dire qu'on va que la dernière itération à des grands mouvements? C'est dans le Figaro, je crois que Sébastien Lecornu dit on va être non aligné. On reprend le vocabulaire gaullien des années 60. Mais je reprends un moment là ce que disait Enrico Letta. Là, c'est, si vous voulez, c'est la réponse à ce qui nous vient de Washington. Ce qui nous vient de Washington, dans le cocktail idéologique compliqué du Trumpisme, il y a un contre-modèle. Le contre-modèle, disent les Américains, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie, qui sont en principe leurs adversaires. C'est pas du tout ça, qui sont leurs adversaires. Non, le contre-modèle, c'est l'Europe. C'est ça le contre-modèle. Le contre-modèle, c'est une économie réglementée, c'est une économie qui correspond à ce qu'on appelait le capitalisme rénant dans les années 60. Vous voyez, ils n'ont pas de croissance parce qu'ils sont beaucoup trop réglementés. Ils veulent tout réguler, c'est de la censure, etc., etc. Est-ce que ces Américains-là méprisent l'Europe ? Bien sûr qu'ils la méprisent. Bien sûr qu'ils méprisent l'Europe, oui. Alors ils savent que quand même... c'est un des principaux, sinon le marché numéro 1 pour les exportations américaines. C'est là où tout de même les Européens ont un levier. Mais qu'est-ce que c'est qu'un continent qui se prétend une puissance stratégique et qui n'a pas d'armée ? Si vous voulez, au fond, cette réponse de l'État, elle est d'une certaine manière une manifestation d'impuissance stratégique de l'Europe. Et l'Europe prend aujourd'hui toute la mesure de son impuissance parce qu'elle n'a pas de base industrielle de défense et parce qu'elle n'a pas véritablement un instrument militaire digne de sa force économique. Est-ce que vous êtes surpris l'un et l'autre, regard politique, regard militaire, sur le plan de Trump ? On constate que, contrairement à ce qu'on disait, il est brouillon, on ne sait pas très bien ce qu'il se veut, etc. Depuis quelques jours, il a visiblement un dessein. Il a un plan pour le Groenland, il a un plan pour les rapports de force avec les Chinois, avec les Européens. Et visiblement, il est organisé, pour le meilleur ou pour le pire. Oui, ce qui m'étonne, c'est cet effet de salve. D'abord parce que Trump, pendant son premier mandat, il voulait un événement par jour. Bon, là, il en a 5 par jour. Là, c'est 5 par jour. Et il lui reste encore 4 ans, moins 2 semaines. Donc, faut gérer dans la durée. Ensuite, il y a une notion de timing. Et le reproche majeur que je fais, pour moi qui m'intéresse à l'Ukraine, c'est il va y avoir une négociation un jour. On se doute que ça sera entre Poutine et Trump, parce que les deux ont intérêt que ça se fasse entre eux, puisque du coup, ça marginalise tous les autres. Et ça explique à l'ensemble du monde qu'il y a un condominium de fait et que les petits n'auront qu'à s'aligner. On leur expliquera. Et du coup, ça aurait supposé qu'il renforce sa position avant. Un des éléments forts de la position de Trump, 2 éléments, c'était le chef de l'alliance occidentale, il n'y a pas que l'OTAN là-dedans, et 2, les positions de principe, au sens, on n'attaque pas un pays, point. Même si on sait ce que Poutine en pense, ils sont légalistes, les Russes, ils veulent toujours prétendre qu'ils sont dans la loi. Donc Trump avait 2 flèches qu'il devait garder dans son carquois. Donc à la limite, sortir l'affaire du Groenland, à la limite, il l'aurait sorti après un accord historique sur l'Ukraine. C'était logique. Là, il se tire une balle dans le pied, parce que Poutine, il va lui dire « Attends, mais comment tu me parles là ? T'as vu comment tu parles au Canada ? Et au Danemark, et tu me reproches, moi, de parler comme ça à l'Ukraine, mais on est du même monde, mon pote. Donc arrête de m'engueuler pour l'Ukraine. Moi, je t'ai rien dit pour le Canada. Tu peux envahir le Canada si tu veux. Et je leur donnerai pas de munitions.
Donc fais ce que tu veux et laisse-moi faire ce que je veux. C'est comme ça que Poutine va commencer. Et pourtant, est-ce que Trump peut surprendre même contre la Russie? On voit à quel point il est dur, il a des propos et ses adjoints très durs sur Zelensky, mais aussi sur Poutine. Et encore, écoutez cette déclaration du jour, on vient de la recevoir il y a quelques instants, elle est assez sidérante. Il parle des terres rares en Ukraine et Trump montre qu'il est intéressé par ça, pour les États-Unis. C'est-à-dire que dans la négociation pourraient entrer des intérêts strictement américains, très assumés. Écoutez. Nous avons dit aux Ukrainiens qu'ils ont un certain nombre de terres de grande valeur. Et nous voulons une garantie par rapport à tout ce que nous avons investi là-bas. Nous voulons une garantie. Nous leur donnons de l'argent à l'appel, nous leur donnons de l'équipement. Et les Européens ne suivent pas ces investissements. Ils devraient payer au moins autant que nous. Nous avons un océan qui nous sépare de ce conflit. Eux, non. C'est plus important pour eux que ça ne l'est pour nous. Pourtant, ils payent beaucoup moins que nous. Donc nous sommes en train de réfléchir à un accord avec l'Ukraine afin de sécuriser ce que nous leur donnons grâce à ces terres de grande valeur et d'autres choses. Il y a deux lectures de ça. Les Ukrainiens eux-mêmes sont divisés. C'est bien, ça montre qu'il va s'intéresser à nous et pas être du côté de Trump, du côté de Poutine, ou au contraire, en réalité, il est en train de faire le jeu de Poutine. Bon, déjà, il commence par des mensonges, mais enfin, on est dans le Trump. Dire que l'Europe ne fait... Non. L'Europe donne plus d'argent à l'Ukraine que l'Amérique, c'est juste qu'en matériel militaire, les Américains donnent beaucoup plus que nous, et je les en remercie, je trouve ça, c'est déjà un peu... c'est très bien. Bon, mais en dehors de ça, économiquement, c'est nous qui soutenons l'Ukraine plus que l'Amérique, et il y a 3,5 millions de réfugiés qui sont chez nous, ils ne sont pas aux États-Unis, et tout le monde sait que la reconstruction de l'Ukraine, elle va être plus payée par les Européens que par les Américains. Donc déjà, ça, c'est un argument. Ensuite, moi, je reviens à... Il dira ce qu'il veut, Trump et tout, qui fait plaisir à Zelensky, etc. Il passe son temps à faire plaisir à Poutine. Et avoir donné à Poutine l'argument du Canada et du Groenland avant même d'avoir commencé à lui parler, ça va lui compliquer la vie, au minimum, à Trump. Parce que Poutine, pour lui, c'est pain béni. La vérité, c'est qu'on a du mal à imaginer cette négociation. On ne sait pas grand-chose, on ne sait pas l'état de préparation des Américains. Moi, j'ai lu, comme vous sans doute, le papier du général Kellogg, qui est l'envoyé spécial de Keith Kellogg, qui est l'envoyé spécial de Trump pour l'Ukraine. Bon, c'est assez intéressant, mais ça reste assez flou aussi. Ce qui me paraît le plus invraisemblable dans cette histoire, c'est pas tellement les propos méprisants pour l'Europe qu'il a, les mensonges aussi sur la part de l'Europe dans l'aide, dans l'assistance occidentale à l'Ukraine. Ce qui me paraît invraisemblable, c'est qu'il imagine cette négociation à deux, sans les Ukrainiens, sans les Européens. Or, si on lit le papier, par exemple, du général Kellogg, ou les quelques déclarations venues du camp Trump ces derniers mois, pas question de déployer une force de cessez-le-feu, une force de dissuasion occidentale pour que la Russie ne reparte pas en guerre, qui soit sous la bannière de l'OTAN. Et naturellement, pas question qu'elle soit composée de soldats américains. Il y aura un côté européen, débrouillez-vous. En principe, il y aura un côté européen, les Britanniques et les autres. Donc les Français, les Polonais, les Italiens, les Scandinaves, etc. Donc c'est inimaginable. C'est-à-dire qu'on va décider à deux. Pour le moment, c'est le sentiment que laisse Trump. On va décider à deux, et c'est nous qui dirons la force, elle sera déployée par les Européens, sans que nous ayons participé à la négociation. Merci.